Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Merci de votre présence. Et je suis très heureux de vous accueillir à l'IPROS. Ce soir, c'est Elisabeth Quinze et moi. Je vais présenter nos invités rapidement. Et ensuite, je vais m'asseoir parmi vous pour pouvoir les écouter. Et donc, je suis très heureux de pouvoir accueillir une partie de l'équipe qui a contribué à la production de cet ouvrage conséquent sur le Grand Paris à l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Paris analogue, c'est un thème récurrent de la production de Christian Amazzoni qui était à la tête de cette initiative. À la fin de la présentation, il y aura une collation qui sera servie et vous aurez, si vous souhaitez, la possibilité d'acquérir un des ouvrages dont vous aurez la présentation à l'instant. Ils sont là-bas sur la table et on a même sur l'éditrice avec nous. Donc je suis très heureux d'accueillir par ordre alphabétique Jean Attali. Jean Attali qui est philosophe et professeur émérite à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Et c'est un spécialiste des villes et des villes comparées, je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc vous pourrez trouver les productions en ligne. Son atlas des villes est toujours accessible pour qui on serait curieux. On va accueillir tout à l'heure Sabri Benzimerak, qui a un peu de retard. Sabri est professeur à l'école d'architecture de Paris-Malaquais également. Il est membre de l'équipe ACS. Non, pardon, il est professeur à Paris-Val-de-Seine. Mais en revanche, il est membre de l'équipe de recherche de Paris-Malaquais, Architecture, Culture, Société. Sabri est plutôt spécialiste des questions de logement. On va tout à l'heure, c'est un jeune docteur, je dois dire. On a avec nous également Selma Moniz, qui est une architecte. Voilà, Sabri, on parlait de lui, voilà qui arrive. Il y a une place pour toi, Sabri, à côté du Jules. Donc Selma est diplômée architecte diplômée d'État d'Algérie. Elle est également ingénieure en sciences techniques de l'environnement et de l'urbanisme de Centrale Nantes et également docteur en géographie de Paris 1. Ça s'intéresse aux questions urbaines, et notamment des questions sensibles liées aux transformations urbaines et au déplacement de populations. Ce genre de cas que l'on croise et que l'on croise même, évidemment, en région parisienne, notamment dans le Nord. On a également avec nous Anne Aubert, qui elle est maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, membre
membre de l'ICROS. Anne travaille sur les questions urbaines, les questions de développement de territoire et de mobilité. Christian Mazzoni, évidemment, qui est la directrice de lecture du maire. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir lui passer la parole dans cette enceinte. Il est trop rare. Christiana est diplômée de l'Institut universitaire d'architecture de Venise, docteur HDR, et évidemment notre directrice de l'UMR. Il y a également Adrien Laplanche, qui lui aussi est multidiplômé de sciences politiques, HEC, également une licence en histoire de l'art, et qui a contribué à cet ouvrage à travers une production cartographique, si j'ai bien compris, en feuilletant l'ouvrage. Évidemment, je n'ai pas pris la peine de lire au et donc, cartographique du Grand Paris à travers la question du vélo, notamment. Joanne Majda est architecte, elle est docteur de l'école de haute études en sciences sociales et maître de conférences à Paris-Marrakech, également membre d'une équipe de notre humain qui est APEC. Et enfin, j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous Guy Burgel, à qui je tourne le dos depuis tout à l'heure. Guy, qui est géographe, agrégé de géographie, et qui est l'ancien élève de l'école normale supérieure, ULM. Et avec Guy, je n'oserais citer son dernier ouvrage parce que je risque de ne pas connaître le véritable dernier, puisque Guy est un de ces géographes qui n'hésite jamais à prendre la plume pour nous donner son point de vue sur les questions actuelles. Évidemment, on le connaît aussi à travers la création de la série des villes en parallèle, qui alimente nos réflexions depuis déjà de nombreuses années. Donc merci Guy d'avoir accepté d'être le répondant, de répondre seul face à un collectif non négligeable et auquel je passe la parole tout de suite. Christiana, merci encore. Merci beaucoup André. Merci pour Guy d'être là ce soir. Et c'est avec grand plaisir que nous allons présenter cet ouvrage collectif, ça a été dit. Pour l'introduction, je ne m'arrêterai que sur 2 points concernant le cadre dans lequel et qui nous a favorisé en fait, le cadre qui nous a permis de réaliser cet ouvrage. Et je passerai après la parole à Joanne qui entrera plus dans le détail du contenu de l'ouvrage. Alors, comme premier point, pour moi, c'était très important de souligner l'inscription des recherches que nous avons menées dans le cadre du groupe transversal Ville, Transport, Territoire du LABEX Futurs Urbains. En fait, le groupe transversal nous a permis la fabrication de cartes. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est des cartes qui traversent tout l'ouvrage et dont Adrien parlera aussi tout à l'heure pour sa partie concernant plus les mobilités lentes et la bicyclette. Et donc, c'est une cartographie qui est plutôt une cartographie qualitative qui accompagne les cartes et plans produits par les établissements qui d'habitude recensent et retranscrivent, redessinent le territoire parisien, grand parisien et francilien. Mais cette recherche plutôt cartographique s'inscrit dans la longue durée des recherches que nous avons commencées dans les années 2000
avec Valérie Lebois en particulier, accompagnée à l'époque par Daniel Balabrègue, qui était au ministère des Travaux publics. Après, ça a changé plusieurs fois le nom. Et ce sont des recherches sur la mise en place des premiers projets urbains et en particulier à la Plaine. Dans les années 85, ça a été vraiment un débat très intéressant entre élus locaux et les architectes qui ont fait partie du groupe Hippodamos à partir de 1985 jusqu'en 1993 et qui ont mené de front ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'enseignement, mais aussi dans ce qui est la littérature plus centrée sur la fabrication de la ville, ce qu'on appelle le projet urbain. Donc, on avait identifié dans la plaine Saint-Denis, dans le territoire qui accueille aujourd'hui les Jeux Olympiques, vraiment le moment de naissance de cette pratique, l'aménagement et de ce savoir-faire sur la ville qui s'exprime à travers le projet urbain. Et donc, après, on avait, avec Valérie Lebois, donné beaucoup la parole aux habitants pour essayer de comprendre les réactions, les perceptions liées à ces projets. Et cet élément a moins pris place dans le livre et je n'ai pas le temps ici d'expliquer pourquoi. Mon deuxième point concerne l'intergénérationnel et la multidisciplinarité. C'est-à-dire que le livre laisse la place, et là je suis vraiment fière et très contente, laisse la place à la parole des jeunes à l'époque doctorants et docteurs, jeunes chercheurs qui nous accompagnent dans la recherche, qui nous accompagnent dans les laboratoires à aussi avoir une vision, un regard peut-être plus frais et plus un regard intéressant à coupler à celui des chercheurs affirmés. Donc, chercheurs affirmés qui sont enseignants-chercheurs encore dans les écoles d'architecture ou émérites et qui, pareil, nous accompagnent. Donc, cette intergénérationnalité présente ici et présente dans le livre est pour moi une grande, grande richesse et je tiens à la souligner. Multidisciplinarité. Alors, en fait, on est des théoriciens de l'urbain, on est des historiens de la ville, en partie aussi historiens de l'architecture, philosophes, politistes, architectes, urbanistes, et pour certains aussi professionnels. Donc, à côté de cette unité dans la différence des générations, pour moi, c'est très, très important de trouver aussi un fil rouge ou une harmonie de regard dans ce foisonnement de disciplines qui regarde la ville, qui regarde les projets de l'espace, qui regarde le devenir de l'espace et avec les devenirs de l'espace, les devenirs de l'humain qui l'habite. Voilà, et je te passe la parole, Joanne. Merci Christiana, merci d'ailleurs pour l'opportunité que tu nous as offerte de construire justement ce livre et toute cette recherche ensemble parce que c'est intéressant, ça donne aussi à voir comment se construit la recherche à l'intérieur de l'UMR, entre l'ensemble des équipes de recherche, que ça soit justement l'IPROS, ACS, ATEP, en fait, tout le monde est représenté et au fond, c'est aussi ça qui est intéressant dans la fabrication de ce livre,
au-delà du fait qu'on a réussi justement à se retrouver sur toutes ces thématiques et à croiser les centres d'intérêt des uns et des autres et les compétences multiples que chacun possède. Merci à André Lortie pour l'introduction qu'il a faite et surtout merci à Guy Burgel d'accepter de venir discuter avec nous aujourd'hui parce que ça nous tient à cœur aussi de pouvoir débattre de ces sujets. On sait que ce sont des sujets dont il est beaucoup question aujourd'hui. J'ai d'ailleurs apporté la dernière carte sortie, la carte des saccages des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Mais en effet, notre position avait été plutôt de regarder comment des liens se tissent entre les mobilités, les attraits touristiques et la transformation de tout ce territoire, mais aussi en fait de voir comment on peut inscrire l'histoire de ce territoire qui est celui de la Seine-Saint-Denis dans l'histoire du Grand Paris. Avant la crise sanitaire, les estimations tablaient sur la venue de 15 à 20 millions de touristes et de visiteurs au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Et le schéma touristique 2018-2022 affirmait la préoccupation justement d'intégrer Plaine Commune dans la destination Grand Paris des touristes. Et donc, en fait, on voulait montrer comment, au tournant de la mise en œuvre de la transition écologique, il y avait toutes ces visions politiques construites pour ce territoire qui s'appuyaient sur, bien sûr, tout le potentiel de cet espace qui commençait à attirer l'attention et de voir un peu comment tout ce patrimoine urbain et toutes les opportunités allaient servir à la fois la construction des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi la transformation de ce territoire et ce qui allait être laissé en héritage aux habitants de la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que la publication est divisée en 3 parties. Une première partie sur les visions, une deuxième partie sur les mobilités, les transformations dues aux mobilités et une troisième partie sur la densité. Et dans la première partie, il nous tenait à cœur de montrer justement comment tout ce territoire a été transformé à partir du 19e siècle et comment, au fond, tous les événements culturels et sportifs qui se sont déroulés à Paris ont également eu un impact sur ces transformations. Il y a bien évidemment tout le lien avec l'industrie, toute la question des infrastructures logistiques qui a également été prise en compte, mais aussi la question de la transformation du patrimoine architectural, dont le calendrier est vraiment synchronisé avec celui des Jeux olympiques et paralympiques. Dans la partie consacrée aux mobilités, on a surtout voulu aussi montrer tous les liens qu'il y a avec ce qui s'est passé à Rio de Janeiro et à Tokyo, donc à travers les interventions d'Anna Marta Carvalho Lins qui va arriver et de Corinne Thierry-Ono qui ne peut pas être là ce soir. Donc c'était intéressant pour nous de montrer comment certaines choses se répètent dans ces constructions,
comment, au final, cette naissance du Grand Paris Express, qui est tant critiqué dans Paris, a également des similitudes avec ce qui s'est passé à Rio ou à Tokyo. Et ensuite, on a voulu, dans la dernière partie, aborder cette question de la densité urbaine et de ses interactions avec les espaces bâtis, parce que ça nous paraissait important de dresser aussi en fait un dialogue avec la question des trames vertes et bleues du territoire, avec la question des cités-jardins et de toute la question de la démarche paysagère, des écoquartiers, etc. Donc ça nous a permis de fournir une sorte d'analyse qualitative de toutes ces infrastructures construites ayant comme prétexte les Jeux olympiques et paralympiques. Et la cartographie a été un outil d'exploration qui nous a permis de révéler ce territoire. Et donc les cartes qui sont proposées dans la publication confirment justement tout un tas de questions qui concernent la planification francilienne de ces 2 dernières décennies et la manière dont on a tenu compte en fait de toutes ces planifications pour faire atterrir le village des athlètes et les infrastructures liées aux Jeux olympiques et paralympiques. Alors, je ne veux pas être plus longue parce que c'est plus intéressant plutôt d'échanger et de débattre avec l'ensemble des intervenants. Donc, je vais passer la parole à Guy Burgel. Merci pour le passage de parole. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je mesure à la fois l'honneur et le poids qui m'est imparti dans cette affaire-là, parce que quand Christiana m'a déjà demandé de faire la recension de l'ouvrage, je dis oui, ça va. Bon, ça je sais faire. Et puis quand elle m'a dit dans la foulée, bon, tu veux pas être le discutant, bon, j'ai accepté. Comme toujours, j'accepte. Et après, je me dis, pourquoi j'ai accepté? C'est vraiment... Alors, ce que je vais essayer de faire, parce que c'est quand même un ouvrage, je me pèse mes mots, qui est un ouvrage considérable par le poids, par la présentation factuelle, les cartes, les illustrations, etc., c'est d'inciter, parce qu'il y avait aussi une question de mise en scène, là, il y avait 8 intervenants, il fallait les replacer dans les ponctuations de la soirée, si j'ose dire. Donc, c'est de vous inviter, d'avoir 4 entrées, finalement, de façon tout à fait arbitraire. Et on ne va pas recouper toute l'exhaustivité et la richesse de l'ouvrage. Et j'espère simplement que d'abord tout le monde, tous ceux ici présents pourront, et toutes celles, pourront prendre la parole et en même temps vous inciter à vous porter à l'ouvrage. La première, et chacune de ces ponctuations, on est convenu, il ne faut pas que les interventions soient trop longues parce qu'il faudrait que chacune de ces ponctuations dure entre 10 et 15 minutes pour vous laisser le temps, vous, de réagir à la fin. On ne va pas réagir à chaque ponctuation, mais à la fin. Alors, la première ponctuation, c'est l'esprit de l'ouvrage. J'ai bien aimé que vous ayez, je ne connaissais pas le saccage du Grand Paris, mais je connais bien le livre de mon collègue et néanmoins ami, je le dis comme ça, même si je ne partage pas toujours ses points de vue, même pas souvent ses points de vue, Marc Perelman, que vous connaissez peut-être, bon, qui fut mon collègue à Nanterre, architecte de formation, mais en même temps historien de l'art, enfin bon, protéiforme un peu aussi, et qui, dès 2021 ou 2022, ça j'ai pas compris si c'était encore 2021 ou 2022, il y a peut-être 2 éditions, les Jeux 2024, les Jeux de Paris n'ont pas eu lieu. Donc, ben oui, ces prévisions, les Jeux de Paris,
vraisemblablement ça aurait lieu, mais n'ont pas eu lieu. Il y avait un titre en Giraudoux, là, la guerre de Troie, bon, n'aura pas lieu. Bon. Et ça gêne pas finalement cette façon de mettre immédiatement l'idéologie au lieu de l'analyse. Et il m'a semblé, mais je vais vous laisser tout de suite la parole, il m'a semblé qu'il y avait par rapport au jeu une empathie par rapport au sujet. Au lieu de dire c'est écocide, c'est terrible, on va paralyser la ville, ça va coûter cher, ça coûte cher, là c'est la faillite, et on raconte tout et n'importe quoi. Moi j'ai essayé de montrer que pour Athènes, la ville que je connais le moins mal, finalement c'était pas le cas. Bon. Et voilà, donc c'est l'esprit, moi j'ai dit, vous avez, et ça j'apprécie, vous avez une empathie par rapport au sujet. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas critique. Alors donc, est-ce que vous voulez peut-être, vous deux, en tant qu'éditrices de l'opération, réagir sur cette empathie par rapport au sujet et qui, encore une fois, est très différente de tout ce que l'on voit, qui est plutôt négatif. Il y a eu aussi, il y a 2-3 journalistes, je crois, du Parisien qui ont fait la face cachée, là ça vient de sortir, la face cachée des Jeux Olympiques. Donc tout est négatif. Moi je dis bon, on peut pas encore une fois remplacer la politique au sens ou le politique au sens strict du terme par l'idéologie. Alors donc je vous laisse tout de suite la parole. Alors c'est vrai, on peut critiquer plein de choses, mais ce qui nous semblait intéressant, c'était de regarder aussi l'héritage qui va être laissé à ce territoire. Et c'était important également de regarder de façon un peu objective la manière dont les architectes ont contribué aussi. Bonsoir, la manière dont les architectes ont contribué en fait à la transformation de ce territoire. Parce que au final, c'est important de montrer en quoi consiste concrètement toute cette transformation, comment elle s'inscrit donc dans une histoire plus longue et qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc, on n'a pas forcément eu l'idée de commencer par une critique, mais en regardant les choses avec attention, on voit évidemment certains points qui peuvent être critiqués et sur lesquels peut-être et Jean et Sabri pourront revenir sur la question de la densité. Mais là, en regardant l'héritage dont la Seine-Saint-Denis pourra bénéficier, on peut se dire qu'il y a quand même enfin un souci vraiment d'inclure la pleine commune, on va dire, puisqu'il s'agit de plusieurs communes, dans cette histoire du Grand Paris, et notamment aussi grâce au Grand Paris Express, dont il faut espérer qu'il arrivera à temps. Anne pourra nous le dire, mais pour celui qui lira attentivement sa contribution, il verra bien qu'il n'y a pas que de l'empathie pour le sujet. Excusez-moi, empathie ne veut pas dire complaisance. On est d'accord. Et donc, en fait, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, grâce à la ligne 14, Saint-Denis-Pleyel est relié au centre de Paris à une vitesse incroyable, désormais aussi à l'aéroport d'Orly. Et ça nous semblait intéressant aussi de réaliser justement des entretiens avec les architectes qui ont contribué à la construction à la fois du métro, à la fois du village des athlètes, pour donner à voir aussi quelles sont les intentions des architectes au-delà des critiques que l'on peut faire. Oui, je suis d'accord. Et pour ajouter juste un petit élément,
de plus concernant vraiment notre approche générale. En fait, c'est vraiment un point de vue à partir duquel on part, et un point de vue qui est celui du théoricien de la ville ou de l'enseignant ou du chercheur qui est attentif à cette évolution de l'espace et comment le projet intervient dans l'espace. Donc l'empathie est bien sûr par rapport à l'événement, mais surtout par rapport au projet qu'on analyse, au territoire qu'on analyse, et qu'au fond, on aime profondément, c'est-à-dire c'est un territoire qu'on arrive à connaître dans dans les détails et sur la longue durée. Et au fond, chaque événement et chaque élément contient en soi les deux facettes, la facette positive et la facette négative. Donc, le choix est de quand même chercher, malgré tout ce qu'on peut critiquer dans l'événement, la corruption, le fait de pervertir les éléments à partir et même les projets qui partent avec une intention et après ça se transforme dans le processus. Donc plutôt que d'avoir cette vision politique, parce que c'est une vision politique qui amène à déceler les critiques qu'on peut faire et liées aux impacts sur la société, au fond, l'angle de vue nous amène à privilégier une certaine neutralité pour comprendre l'espace en tant que tel et les potentiels de ces projets, le potentiel aussi de ces idées qui sont mises sur la carte avant le fait d'être perverti et d'être amené à provoquer ce qu'elle provoque. Donc c'est une forme d'analyse de l'espace en devenir, bienveillante, comme tu dis, ça peut être critiqué, cette bienveillance, mais pour mettre en avant les deux facettes, la facette positive ou la facette, le potentiel sous-jacent qui est là. Et c'est vrai que pour tous les grands événements qui ont eu lieu à Paris, c'était toujours la Tour Eiffel qui était mise en avant, aussi bien en 1889 qu'en 1937 qu'aujourd'hui, alors que c'est bien le territoire du Grand Paris qui devrait plutôt être mis en lumière. On continue à se servir juste de l'image de Paris et pas tellement de ce Grand Paris. Et ça nous tenait vraiment à cœur de mettre en lumière ce Grand Paris et surtout pleine commune. Vous anticipez déjà sur la deuxième ponctuation, mais c'est bien, et finalement l'impact sur le territoire. Mais alors moi, le mot qui me vient en vous écoutant, c'est le mot catalyseur. C'est comment un événement mondialisé comme les Jeux Olympiques catalyse finalement. Moi, je me souviens très bien de ce qu'on nous racontait dans mes lointaines années de lycée. Vous imaginez, le catalyseur, c'est ce qui intervient dans la manip, mais qui ne joue pas un rôle d'acteur, en quelque sorte, mais qui est indispensable pour que la manip fonctionne. Bon, et je reviens à mon exemple d'Athènes, mais je ne vais pas le développer. Il a fallu attendre les Jeux de 2004, dont on dit bon, c'est l'abomination de la désolation, pour que finalement un certain nombre d'infrastructures qu'on avait pensées pendant 50 ans démarrent et se fassent. Sinon, ça ne se serait pas fait. Alors, on peut penser tout ce que l'on veut, et c'est vrai, moi je pense beaucoup de mal de la corruption et de l'absence d'État en Grèce, mais au moins ça s'est fait. Bon, donc voilà. Et là, vous le montrez très bien. Et c'est pour ça que les Jeux de Paris auront lieu,
contrairement à ce que dit Marc Hellman, mais en même temps, je pense qu'en effet, il y aura des aspects positifs, ce qui ne veut pas dire que vous soyez, encore une fois, naïve au point de ne pas déceler les aspects critiquables. Alors, deuxième ponctuation, mais vous, Joanne, vous l'avez largement anticipé, c'est que finalement, moi, j'y suis très sensible comme géographe, mais historien de formation, bon, comme ça, comment un fait éphémère, ça va durer quelques semaines finalement, ponctuel dans l'espace, va avoir des répercussions à la fois dans l'espace et dans le temps beaucoup plus longues que l'éphémère et que le ponctuel dans l'espace. Ça c'est ça. Alors, pour l'illustrer, donc je passe à la deuxième ponctuation qui est plutôt donc ce dialogue de l'espace et du temps. Bon, la première illustration, Joanne, vous pouvez y revenir, vous l'avez très bien illustré, c'est finalement, c'est un événement central, hein, c'est toujours une capitale qui est choisie, enfin si on déroule dans le désordre, Tokyo, Rio, Athènes, j'en ai parlé, bon, Paris, bon. Mais en même temps, là, c'était centré vers la périphérie. Alors là, vous avez un chapitre notamment sur le village olympique, sur ces trois communes, finalement, si mes souvenirs sont bons, de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de l'île Saint-Denis. Bon, mais on pourrait, il y a eu alors je vais vous laisser parler évidemment, il y a eu un article hier dans Le Monde que vous avez certainement vu sur Versailles. Je ne sais pas si Versailles m'était compté, mais comment Versailles est retransformé pour un temps finalement en centre des Jeux Olympiques, autrement dit, sans parler du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est cette espèce de dialogue finalement entre le centre, qui est choisi parce que c'est le centre et parce que c'est l'hypercentre du monde, et sinon, et l'ouverture sur la Seine en même temps, et en même temps la Seine-Saint-Denis, Versailles, etc. Voilà, si vous voulez, ces deux échelles finalement, centre-périphérie. Alors, en effet, si on regarde ce qu'était le village des athlètes en 1924, sous la forme de ces cabanes, et ce qu'est le village des athlètes de 2024, on se dit que l'héritage a quand même justement son intérêt, puisque désormais, c'est un nouveau quartier qui va être offert à ces trois communes que vous venez de citer. Et en plus de ce rapport aux communes, il y a tout le rapport à la Seine, ainsi que tout le rapport à l'espace planté. Si vous avez déjà fait la promenade ou la découverte du village des athlètes, vous voyez comment il y a aujourd'hui cette barrière par rapport à la Seine qui empêche tout ce rapport. Et en effet, par rapport à la question territoriale, ça c'est une carte qui donne à voir ce qu'étaient les Jeux olympiques et paralympiques, non, plutôt juste olympiques en 1924. Et la manière dont ils occupent le territoire en 2024 en devenant également paralympiques. Donc ça aussi, ce sont deux aspects qui sont intéressants. C'est la question du territoire, mais aussi le fait qu'il y a désormais deux jeux en un, les olympiques et les paralympiques, que donc ce territoire, en effet, va être investi pour deux périodes distinctes, et justement ça sera le cas de Versailles aussi, et ça, en fait ça permet de voir, si on regarde ce qu'était ce territoire du village des athlètes à l'origine, ça permet de voir que c'est tout un territoire désindustrialisé qui a été reconquis et qui a permis l'implantation de ce village des athlètes. Par rapport aux critiques qui sont émises,
Là, en effet, il a été question du fait que un foyer d'immigrés a été déplacé, et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu quelques déplacements de population, mais c'est rien comparé à ce que ça va donner en fait par la suite. Donc là, vous avez justement une image à la fois du village des athlètes, à la fois de tout le quartier du secteur Pleyel, parce qu'on parle beaucoup du village des athlètes aujourd'hui, mais beaucoup moins du secteur Pleyel qui est aussi en pleine transformation. Il y a également la vue vers le Stade de France et le futur centre aquatique olympique, qui est également une des infrastructures qui sera laissée en héritage à ce territoire, avec plusieurs bassins qui sont des bassins éphémères et qui vont être déplacés ultérieurement dans 3 communes de la Seine-Saint-Denis qui ne disposent pas de piscine aujourd'hui. Donc ça, en fait, mine de rien, avec au final assez peu de nouvelles constructions en termes d'infrastructures sportives, il y a aussi toute cette capacité à donner l'accès au sport à des populations qui ne l'avaient pas jusque-là. Merci. Donc, vous anticipez déjà pratiquement sur la 4e ponctuation qui est l'équité dans la ville. Mais c'est très bien. Bon, je me tourne vers, pour toujours la ponctuation spatio-temporelle. Excusez-moi, je suis très rigoureux dans mon schéma. Bon, je me tourne vers Jean Attali et vers Sabri Bendir-Merad. Parce que vous avez tous les deux abordé d'une façon différente la densité. Alors pour moi, je suis très attaché, alors là c'est le géographe qui parle, la densité j'aime bien, moi, parce que c'est le seul outil qui associe par construction un critère matériel et un critère social, un critère territorial et un critère social qui est le nombre de personnes dans un territoire. Donc j'aime bien. Alors je ne sais pas dans quel ordre. Oui, qui me frappe en fait pour avoir travaillé sur ce territoire où il y a quelques images qui passent en même temps sur une proposition qu'on avait fait pour le Grand Paris à l'époque de la consultation internationale, puisqu'en fait il y a une sorte de lien entre ce travail que j'ai fait à Saint-Denis en tant qu'architecte et puis ensuite en tant que chercheur. Et je dirais que le Grand Paris, c'est un peu le lien d'ailleurs, c'est un peu ce qui fait le lien. Pour moi, la plaine Saint-Denis, c'est un territoire assez incroyable, à la fois d'expérience personnelle, mais aussi qui permet de mettre, de faire la lumière sur le débat sur la densité et sur aussi les enjeux de développement de Paris, du Grand Paris, parce que il s'est passé plein d'événements et je crois que, enfin, à la fois Johan et Christiana ont rappelé effectivement que c'est un territoire qui, avec les travaux d'Hippodamos, a fait l'objet de beaucoup de réflexions. Et puis, c'est le territoire de première fois, un peu. C'est-à-dire que, par exemple, cet urbanisme de la réparation dont on a beaucoup parlé, alors je dérive, mais je vais revenir sur la question de la densité. Hein. Je pense que c'est une des premières fois où on fait ce travail de couverture d'une béance qui interdit d'habiter, en fait. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ensuite, ça va servir de modèle pour les terrasses de Nanterre. Enfin, voilà, il y a à cet endroit-là, beaucoup d'expérimentation, et dans une grande liberté. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens, c'est une sorte
de la part à la fois de pleines communes, mais aussi de la municipalité, l'idée qu'on peut s'autoriser à proposer des choses un peu nouvelles. Voilà. On a le droit aussi de faire de ce territoire un territoire d'expérimentation assumé, mais avec quand même l'idée que ça doit être habité, qu'il ne s'agit pas de rendre captifs des populations de telle ou telle expérimentation. Et j'ai le souvenir de 2007, au moment où se décide l'attribution des Jeux Olympiques entre Paris et Londres pour 2012. C'était en 2005. Ouais, 2005 à Singapour. Voilà, 2005. J'ai le souvenir de travailler à ce moment-là sur la plaine Saint-Denis, sur un projet très important, et on nous dit attention, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on arrête tout. Voilà, donc pour moi, c'était une source d'un peu d'angoisse et en même temps, voilà. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'à cet endroit-là, on fait l'expérience de fabriquer des logements intermédiaires avec un certain niveau de densité, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de ne pas être trop bas dans la densité, et en cela, on se raccroche à des expériences précédentes qui ont été menées notamment dans le centre-ville, avec la ZAC Basilique, avec les opérations de Gailloustet et de Simoulet aussi. Hein. Et à l'époque, la densité, pour le coup, à Saint-Denis, elle est plutôt moyenne, voire basse, en fait, hein, par rapport à ce qui se pratique à Paris. Hein. Bon, je rappelle quand même qu'on est à la moitié de la densité de population à Saint-Denis par rapport à ce qu'il y a à Paris. Hein. C'est 9000 habitants au kilomètre carré à peu près, alors qu'on a 20 000 à Paris. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui les lumières Pleyel avec un COS de 8, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui est que, voilà, il y a eu une espèce de... C'est comme si on avait débridé le moteur, quoi, en gros, hein, comme si on avait laissé les choses tout à coup. Est-ce que Saint-Denis a voulu se payer une mini-défense? Qu'est-ce qui a fait qu'on a autorisé cette hausse spectaculaire de la densité à un endroit très concentré, alors que finalement, il y avait plein d'options possibles, parce que, encore une fois, et je le dis parce que nous avons construit, avec Pascal Chambardelot, cette opération dont je parlais, le long des voies ferrées, donc il y avait d'autres options possibles. Et on est exactement dans cette configuration, c'est-à-dire d'être adossé à un réseau pour lequel le foncier voilà, permettait d'augmenter l'habitabilité. Voilà. Donc, c'est une énigme pour moi, en fait. Moitié de la densité et 4 fois la densité initiale. 4 fois la densité bâtie pour la moitié de la population. Avant de laisser la parole à Jean Attali, juste un point. Il y a eu, vous avez eu raison de rappeler finalement les débats sur le Grand Paris durant les années 2009-2010, parce qu'il y a eu là vraiment, moi je l'ai vécu à l'intérieur, j'étais encore en délégation plus ou moins à la mairie de Paris, il y a eu vraiment là un retournement. Autrement dit, rappelez-vous ce qui était dans la pensée de Christian Blanc, etc. Le Grand Paris, c'était un Grand Paris périphérique, qui était finalement, il y avait des clusters reliés par des tunnels. Bon, et là, on a été un certain nombre, enfin, il y avait Mireille Ferry, notamment, qui était au conseil régional à l'époque. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit, là, il faut récupérer la ville sur la ville. Autrement, là, on court à la catastrophe. Et donc, tout a été vraiment transformé par cette volonté je ne dis pas de densifier, mais d'intensifier finalement l'approche couronne. Et ce que vous avez dit, mais on va y revenir pour la mobilité, ce que vous avez dit sur le tracé du Grand Paris Express le montre aussi, quoi. Donc là, c'est vraiment, là, on a basculé. Hein. Jean, tu veux dire ce qui est peut-être dans ton article ou autre chose sur la densité, avant qu'on achève. On a un peu de retard là. Très vite, excusez-moi d'avoir l'œil rivé sur la montre. La deuxième ponctuation. Et alors, sur la densité, moi j'ai une approche plus théorique, une approche de philosophe. De philosophe.
Pourquoi c'est un concept passionnant? Parce qu'il permet un certain nombre de clarifications. La difficulté avec cette notion de densité, c'est qu'elle fonctionne aujourd'hui comme un mot d'ordre. Il n'y a pas d'opération qui ne revendique aujourd'hui, qui ne recherche, qui ne définisse comme objectif la densité. Je me souviens, il y a 30 ans, au moment où on concevait la Paris-Seine-Rive-Gauche au niveau de la ZAC-Masséna, c'était l'objectif premier. Alors, on comprend très bien que dans Paris, où le foncier est rare, on recherche cette densité, mais en même temps, on l'inscrivait dans un cadre de calcul impossible à tenir, puisque les gabarits restaient des gabarits parisiens, les espaces verts devaient être suffisamment importants pour satisfaire la population résidente. Et le résultat, c'est que au bout de cette opération, on a fait, Sabri en donnait un autre exemple, on a fait littéralement exploser les gabarits autorisés. Donc il y a dans l'histoire récente de Paris des expressions très directes, du caractère parfois contradictoire de ces mots d'ordre. Alors, travaillant sur cette notion de densité, je l'ai fait d'abord sur le plan strictement quantitatif. Je disais, Sabri, la densité à Paris est de 20 000 habitants au kilomètre carré, mais sait-on que dans Paris, d'un arrondissement à un autre, la densité varie dans un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire de 8 000, 9 000 dans certains arrondissements, à 40 000 par exemple dans le 11e arrondissement. Donc en réalité, quand on commence à observer attentivement les densités, qu'elles soient au centre de Paris, dans l'approche périphérie ou dans une périphérie plus éloignée, on dessine un véritable costume d'arlequin qui montre que le territoire est une mosaïque très compliquée, avec ici, en effet, des agglomérations assez denses, ailleurs, un habitat extrêmement dispersé. Si on pousse un petit peu l'analyse au-delà, on comprend qu'on raisonne très fréquemment en termes de densité résidentielle, ce qui trompe complètement l'analyse, puisque la vie urbaine est faite de mouvements, et pas simplement les mouvements domicile-travail, qui sont des mouvements, pendulaires quotidiens. Il y a une population qui est constamment en mouvement. Et dans cette perspective, on ne peut pas simplement s'en tenir à la densité résidentielle pour comprendre de quoi l'intensité urbaine est faite. Bon, alors, toutes ces analyses dont la base est quantitative sont absolument passionnantes, et elles sont d'autant plus passionnantes qu'elles ne sont pas seulement actuelles, contemporaines. J'ai repéré des textes chez Alberti, 15e siècle, qui montrent que quand la ville cherche à se penser elle-même, elle pense à son rayonnement. Quand elle pense à son rayonnement, elle pense à son extension et donc aux forces irrépressibles qui l'obligent à sauter en quelque sorte par-dessus ses limites. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ce rayonnement est inséparable d'une fonction urbaine essentielle qui est l'hospitalité. C'est-à-dire qu'il n'y a de rayonnement pour une ville qu'à mesure de sa capacité à accueillir l'étranger. Et donc, volontiers, je mets en relation cette réflexion sur la densité avec les questions d'apport de populations nouvelles et donc d'immigration. Bien. Il y aurait, d'autre part, une réflexion à nourrir, à fortifier sur les différents périmètres que l'on examine. Tout le monde a à la bouche l'expression Grand Paris, mais en réalité, on ne sait pas très bien de quoi on parle, selon que l'on parle de l'ancien département de la Seine, que l'on parle de la métropole du Grand Paris, que l'on parle de l'agglomération parisienne, que l'on parle de l'unité urbaine de Paris. On a des périmètres extrêmement différents. Et donc, il y a des options à voir. Si, en effet, tu as raison, Guy,
les opérations récentes sont concentrées sur, disons, le périmètre à peu près de la métropole du Grand Paris, 800 km², 8 fois la surface de Paris. En réalité, le territoire de référence, il est beaucoup plus grand que cela. Je dis souvent, parlons d'une ville qui est 30 fois grande comme Paris et qui est Paris. Et donc, si on se met à cette échelle-là, on est obligé de raisonner, quel que soit le sujet, de façon différente. C'est ce à quoi j'ai tenté de me confronter. Bon, merci Jean, d'autant plus que finalement tu as abordé, je voyais les signes de Christiana, ce que je voulais aborder, qui est finalement les différentes définitions spatiales du Grand Paris. Et là, je rends hommage, je le dis pour toi, Christiana, je rends hommage à votre travail parce que finalement, vous avez une cartographie montrant qu'entre la ville de Paris et l'aire urbaine de Paris, donc qui déborde même la région Île-de-France, ce sont des réalités qui sont différentes. Moi, je me bats pour dire, ben, écoutez, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend, vous parlez de projet tout à l'heure, à chaque projet, il y a son territoire. Ce n'est pas le même, encore une fois, selon que l'on voit le bassin d'emploi, le bassin résidentiel ou simplement les transports collectifs denses. Ce n'est pas la peine de dire qu'au fin fond de la Seine-et-Marne, on aura un RER très performant qui va circuler de façon cadencée toutes les 10 minutes. Ça, c'est irréel, tout ça. Voilà, donc... Juste ajouter, si tu me permets, on parle des échelles du Grand Paris en citant les limites administratives et aussi toutes ces limites floues qui caractérisent ces territoires. Et ce qu'on essayait d'introduire dans nos regards, c'est aussi l'échelle du piéton, l'échelle d'un bâtiment, l'échelle d'un quartier dans lequel on vit, l'échelle, bien sûr, de la ville ou de la commune, la communauté de communes dans lesquelles voilà. Et finalement, tout est imbriqué, que ce soit, voilà. Il y a déjà 4 décennies, Armand Frémont introduisait l'idée d'espace perçu ou d'espace vécu. Bon, ben, c'est pas le même, l'espace vécu et l'espace perçu du Grand Parisien, si j'ose dire, n'est pas la même pour l'habitant et pour l'architecte urbaniste ou même pour le politique. Enfin, bon, mais ça vous le montrez très bien. Ça. Bon, vous voyez déjà la richesse de l'ouvrage. Bon, alors, on vient à l'échéancier, si j'ose dire. Bon, la troisième ponctuation, mais on l'a déjà suffisamment abordée, mais il faut la aborder de façon plus précise, c'est que de la même façon qu'il y a ce dialogue entre l'espace et le temps, il y a un discours et une illustration merveilleuse de ce qu'est la mobilité dans la ville. Et qu'il n'y a pas de ville immobile. Donc, la mobilité, elle est très liée à l'urbanité pour moi. Et avec les deux opposés, si j'ose dire, ou en tout cas les deux symétriques peut-être, la gare comme élément à la fois architectural et de fixité, et la ligne comme élément finalement de mobilité vectorielle en quelque sorte. Bon, alors là j'avais noté Anna Martha de Carvalho, c'est bon, vous avez fait une comparaison Rio-Paris et André Lortie tout à l'heure rappelait que combien j'étais par tradition universitaire attaché à cette notion de parallélisme des villes. Alors on n'a pas étudié Rio, on a étudié en Amérique latine, on a fait des comparaisons entre Paris et Buenos Aires, Paris et Mexico, c'est-à-dire comparaison n'est pas raison, mais pour montrer. Alors, peut-être là-dessus, qu'est-ce que vous voulez ajouter rapidement? Non, tout à fait. Donc, comme Christiana, la cartographie, elle permet aussi de faire des comparaisons qui ne sont pas comparables et de mettre, donc mon travail, c'était de mettre les deux villes sur des cartes comparables et essayer de suivre ce qu'elles ont en commun, que c'est les Jeux Olympiques, et l'impact qu'il y a eu à travers les projets de transport. Donc, c'est aussi la cartographie qui va permettre cette comparaison. Mais par contre, Rio n'est pas la capitale.
Non, rien n'est pas la capitale, ça je sais. Mais c'est pas la capitale, mais bon, c'est bien qu'entre Sao Paulo et Brasilia, il y a des hésitations, mais ce fut quand même la capitale, ce pays d'immigration, de l'entrée atlantique. Enfin, je ne crois pas faire de. Voilà. Tout à fait, non, c'est l'ancienne capitale et c'est très complexe aussi. Et c'est une très grande ville aussi, avec toute une question de centre-périphérie que j'apporte aussi. Et encore une fois, l'invitation à vous plonger dans l'ouvrage, quand même, la richesse de l'ouvrage. Bon, alors, autre, je lis mon papier, excusez-moi, paysage ferroviaire, je ne sais pas, Selma Brinis, oui. Bon, alors. Voilà, vous étiez dans cette section-là. Voilà, pour prendre la relais. Donc, par rapport à la question de la fixité des gares, donc, si on fait un retour notamment vers l'histoire de la création des gares d'une manière globale à l'échelle de la région Île-de-France, nous constatons notamment qu'une fois les gares implantées, ils stimulent ou ils influencent le développement urbain. Et en raison de leur intégration dans le tissu urbain, les gares tendent à rester en place pour de longues périodes. En même temps, le réseau ferré évolue dans le temps avec les changements démographiques, économiques et environnementaux. Donc aujourd'hui, notamment avec les nouveaux projets de transport, il devient essentiel de trouver un équilibre entre la conservation des gares existantes et l'innovation pour répondre aux nouvelles demandes. Donc, comme dans le cas du projet de métro Grand Paris Express, donc qui vient pour renforcer la mobilité du Grand Paris avec 68 nouvelles gares et dont la plupart viennent compléter ou s'installer auprès des gares déjà existantes. Donc, ce projet soulève aussi des questions sur l'impact paysager, notamment en termes de densification urbaine et aussi en termes de préservation du patrimoine ferroviaire en place. Donc, les quartiers autour des gares ou de nouvelles gares doivent trouver un équilibre entre modernité et conservation des éléments historiques tels que les anciennes gares et infrastructures ferroviaires. Donc, donnant notamment le cas de certaines gares historiques, notamment en Seine-Saint-Denis, celle du Bourget qui date de 1863 et la gare de Sevran-Livry de 1860. Donc, ces gares historiques qui témoignent aujourd'hui avec leur architecture d'anciennes compagnies ferroviaires du Nord. Donc, aujourd'hui, ces gares historiques soulèvent des enjeux patrimoniaux au sein du Grand Paris Express, concernant notamment leur préservation, en même temps qu'elles se modernisent pour s'intégrer au mieux avec les nouvelles gares qui arrivent ou qui s'installent au voisinage des gares du Grand Paris Express. Donc, en somme, le projet de métro Grand Paris Express vient ajouter ou compléter le réseau actuel. Donc, il ne vient pas pour remplacer l'existant. Donc, il renforce la mobilité tout en maintenant la stabilité ou la fixité des infrastructures existantes. Aussi, à travers notre contribution, nous avons aussi essayé de donner une vision sur aussi les anciens sites ferroviaires en Seine-Saint-Denis. Donc, il voit actuellement plusieurs de ces anciens sites en cours de reconversion. Et ces projets visent à revitaliser des sites ferroviaires sous-exploités et parfois complètement abandonnés. Donc, notamment pour créer des zones urbaines dynamiques et durables. Donc, ce processus s'inscrit dans un contexte plus large de rénovation urbaine qui est lancé en 2016, notamment à Paris, dans le cadre d'un protocole foncier établi entre la SNCF et la ville de Paris pour transformer des friches ferroviaires en quartiers de ville ou en quartiers durables. Donc, dans notre contribution, nous avons essayé de montrer à travers une sélection de projets différentes manières ou une variété de nouveaux usages des friches ferroviaires. Donc, au niveau des sites d'anciennes gares, nous avons retenu 2 exemples, notamment le site de l'ancienne gare de marchandises de Pantin, qui se transforme en écoquartier, et le site de l'ancienne gare de Grande Ceinture de Bobigny, donc qui se transforme en lieu de mémoire. Donc là, on voit qu'il y a 2 approches différentes envers le patrimoine ferroviaire. Donc, dans le cas de l'ancienne gare de marchandises de Pantin, les nouvelles installations, les nouveaux aménagements s'installent sur une table rase. Donc là, la friche ou le site ferroviaire est considéré comme un potentiel foncier
qui permet voilà, notamment de densifier, faire la densification urbaine. Donc, c'est un objectif qui est aussi mentionné dans le schéma directeur de la région Île-de-France. Donc, de l'autre côté, sur le site de l'ancienne gare de Bobigny, donc on voit que les infrastructures et les aménagements en place ils sont complètement réhabilités et conservés. Donc, pour révéler la mémoire du lieu, notamment la mémoire de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, à travers quelques exemples de transformation de voies ferrées abandonnées, notamment une voie ferrée industrielle à Neuilly-Plaisance qui s'est transformée en corridor écologique. Nous avons essayé de montrer une tendance plus large observée en Europe et ailleurs, où on voit que de nombreuses voies ferrées abandonnées sont réaménagées en corridor écologique, promouvant la mobilité durable et le bien-être des communautés locales. Voilà. Merci. Bon, j'ai envie de vous interroger sur un point. Dans ma petite vie actuelle de commis voyageur de la géographie, j'étais dernièrement à Chevilly-la-Rue, où on m'avait invité pour commenter, je n'avais pas grand-chose à dire, les émeutes urbaines à Chevilly-la-Rue au mois de juin dernier. Et alors, ils sont très inquiets à Chevilly-la-Rue pour deux choses. Ils sont à l'extrémité de la... Pour l'instant, je ne sais pas si ça va prolonger jusqu'à Orly, mais pour l'instant, la ligne 14 s'arrête certainement à Chevilly-la-Rue. Alors, ils sont très inquiets pour deux choses. Un, c'est que la spéculation foncière et immobilière autour des stations, qui est banale. On se demande, et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que l'aménageur serait amnésique? Parce que quand, il y a bien longtemps, Paul Delouvrier planifiait les villes nouvelles, selon la terminologie de l'époque, il zadait, c'est-à-dire il mettait en zone d'aménagement différé tout le territoire pour éviter la spéculation foncière. Comment se fait-il que l'aménageur de 2010-2020 n'ait pas songé qu'autour des gares, il y allait avoir un mouvement de spéculation? Ça, alors, si on est malveillant, ce que je ne suis pas, on va dire, ben voilà, c'est le néolibéralisme, vous l'avez bien dit, mon bon monsieur, vous n'y croyez pas, mais voyez, c'est la preuve. Moi, je crois que les gens sont beaucoup plus bêtes que méchants, finalement. Ça, c'est ma théorie personnelle. Bon. Donc, moi, je dis pourquoi on n'a pas finalement gelé le prix du foncier. Et alors, la deuxième chose dont ils ont peur à Chevilly-la-Rue, c'est qu'il y ait des gens qui arrivent en voiture, finalement, et qui saturent les capacités de parking tout autour, au détriment, évidemment, de la population résidente. Alors, est-ce que vous avez étudié ces deux points-là? Pas du tout. Vous êtes libre de me répondre non, je sais. Bon, forcément, on n'a pas vraiment étudié. Mais enfin, ça reste des mystères. En tout cas, la première question reste un mystère pour moi, si je suis preneur des facteurs explicatifs. Bon, ça, alors, attendez. Alors, il y a les mobilités douces. Oui, tout à fait. C'est vous êtes Adrien Laplante. Tout à fait. D'accord, je m'en doutais. Moi, on arrive au terme de mon papier, donc je me disais, qui n'ai-je pas vu? Moi, j'ai cherché à développer effectivement une approche sur les mobilités douces et montrer, alors à la fois réfléchir à l'impact des Jeux Olympiques, c'est-à-dire notamment sur le territoire de la Plaine Commune, où il y aura plusieurs infrastructures majeures qui vont changer les choses pour les mobilités sur le long terme. Alors, on parle beaucoup du réaménagement du canal Saint-Denis, que je trouve absolument exemplaire. D'un côté, on a une piste cyclable sur le côté ouest, et sur le côté est, c'est un quai partagé, ce qui est, je trouve, absolument remarquable dans la politique cyclable aujourd'hui, puisqu'on voit depuis une dizaine d'années beaucoup d'infrastructures, enfin de déploiement de pistes cyclables à renfort d'infrastructures avec des séparateurs qui développent une vision un peu ce laniérage de la chaussée qui pose question. Aujourd'hui, ça fait même pas 10 ans que ces politiques sont menées à Paris, et à la faveur du déconfinement, la pratique du vélo a explosé, et les pistes cyclables, par exemple du boulevard de Sébastopol, pour ne citer que lui, sont déjà beaucoup trop étroites pour les flux qu'elles ont de cyclistes qu'elles ont
à transporter, à absorber. Donc en réalité, un aménagement aussi minimaliste que celui qui est fait sur la rive ouest du canal Saint-Denis, je trouve absolument remarquable, puisque il y a une simple distinction de texture qui va permettre de séparer les flux entre piétons et promeneurs et cyclistes. Et puis de l'autre côté, on a une infrastructure plus classique, très large, en bordure de la route, et donc plutôt côté voiture. Donc ça, je trouve ça absolument remarquable, et ça questionne finalement la politique cyclable telle qu'elle est menée aujourd'hui. Ça montre un bon exemple d'une autre voie, qui est la voie que j'ai cherché à illustrer avant de dire un petit mot rapidement sur ma démarche. Je reboucle sur la question de l'héritage, et c'est plusieurs passerelles, notamment celle qui relie le Stade de France et le centre aquatique olympique, le franchissement interurbain ensuite qui va sur Pleyel, et évidemment la passerelle qui relie les deux parties du village olympique entre Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Là, on sait que cette plaine commune est découpée par les infrastructures, et donc de créer des infrastructures, des liens de communication, des franchissements est absolument nécessaire. Et c'est très intéressant de regarder qu'en 98, quand on a aussi également construit des passerelles pour relier le Stade de France avec Saint-Denis notamment, on a fait une passerelle qui est à niveau côté Stade de France et puis qui aboutit sur des escaliers côté Saint-Denis. Petit détail qui montre qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, les mentalités et les choses ont beaucoup bougé. Moi, un mot rapidement sur l'approche que j'ai cherché à expliquer, à présenter dans le livre. C'est précisément une approche de la mobilité douce, et notamment du vélo, qui cherche à montrer que plutôt qu'un déploiement d'infrastructures spécifiques, notamment de pistes cyclables en bordure des axes de circulation, des grands axes de circulation, c'est plutôt en réfléchissant sur les liaisons existantes et la façon dont par capillarité on se déplace en vélo qu'on passera dans l'étape suivante du déploiement d'une métropole cyclable. Et que particulièrement, je me suis beaucoup intéressé aux chemins anciens qui sont trop souvent effacés, que ce soit évidemment par les infrastructures routières, par les grandes opérations, les grands urbanismes, les enclaves fonctionnalistes, ou par le remembrement agricole. Il y a beaucoup de liaisons qui existent et qui ont juste besoin d'une petite suture, comme ça a pu être fait justement, comme montrer les passerelles. Et donc c'est cette approche-là que j'ai cherché à mettre en évidence, à la fois dans l'article et par une cartographie spécifique, qui, au lieu de lire le territoire, comme peut le faire par exemple un Google Maps, en vous disant où sont les aménagements cyclables spécifiques, généralement, et ce n'est pas la peine de les chercher très loin, ils sont sur les grands axes, qui cherchent à vous montrer où sont les chemins tranquilles et les éventuelles discontinuités qui vous obligent à faire un petit détour si vous souhaitez les emprunter et circuler, aller loin des voitures. Ce qui, je pense, est le rêve de nos cyclistes. Merci. Si vous me permettez de ponctuer là, du coup, ce que vous venez de dire, s'il y a un point où, à mon avis, il ne faut pas être idéologue, c'est sur le plan des mobilités. Il faut être très pragmatique et pas idéologue. Ça veut dire que, bon, je suis arrivé à un âge où même si je pratique du vélo, j'évite de le faire à Paris. Bon, si vous voulez, tout le monde ne pourra pas être à vélo. Et tout le monde ne pourra pas être dans les transports collectifs. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait
pour que, imaginez qu'il y ait des modes, et comme je crois à la mobilité, fondamentalement comme valeur positive dans la ville, qu'est-ce qu'on fait pour imaginer des modes de transport qui soient suffisamment variés et suffisamment écologiques pour être à la fois performants, efficaces et moraux. Ça, si on fait trop d'idéologie, on est perdu. Bon, ça nous amène à la dernière ponctuation, mais qu'on a largement évoquée déjà. Au fond, à quel titre les Jeux Olympiques peuvent-ils contribuer à rendre une métropole plus efficace, mais plus équitable surtout? Moi, je pense que finalement, et on voit très bien la dissymétrie, et je vais laisser peut-être vous-même, parce que vous n'avez pas parlé, mais vous avez abordé ça, je crois, dans votre contribution, on voit très bien que les Jeux Olympiques peuvent être, ne serait-ce que par le prix des billets, ne serait-ce que par le contingentement de ceux qui pourront être sur les quais de la Seine, ceux qui ne pourront pas y être. C'est à la fois l'iniquité absolue, et vous avez montré déjà, en parlant de la Seine-Saint-Denis, des équipements sportifs qui auraient été mis au bénéfice du plus grand nombre ou de la reconversion du village olympique, que finalement, ça peut être un facteur d'équité. Donc, métropole équitable ou plus équitable, on avait avec un de mes élèves, Alexandre Rondeau, inventé il y a déjà 15 ans, ou même un peu plus d'ailleurs, le terme d'altermétropolisation. Comme il y a une altermondialisation, est-ce que les Jeux Olympiques peuvent contribuer à rendre la métropole du Grand Paris plus équitable? Je vous laisse la parole d'abord à vous-même, puis ensuite à tous ceux et celles qui veulent la prendre. Alors, dans ma contribution, moi, je suis partie d'un autre point de vue. Je ne suis pas partie des Jeux Olympiques, je suis partie du Grand Paris. Voilà, donc du Grand Paris et de la consultation internationale, et en amont de la consultation internationale, des stratégies métropolitaines qui se sont jouées autour de cette consultation, avec ce conflit très intéressant qui était le conflit entre une stratégie portée par l'État qui aboutit à la loi du Grand Paris, et puis une stratégie qui a été portée par la région et qui était représentée par le SDRIF à l'époque de 2008. Donc, cette stratégie métropolitaine portée par l'État, elle s'inscrit aussi dans un moment charnière, à mon avis, dans l'histoire de la métropole parisienne, qui est celui d'une volonté absolue de relance de la compétitivité et de relance de l'attractivité parisienne dans une compétition internationale, au moment où Paris avait un petit peu perdu du poids par rapport à Londres, etc. Donc, c'est ce conflit aussi qui m'intéresse, et qui a été aussi représenté par le conflit très matériel sur le tracé du Grand Paris Express, voilà, et qui a abouti à une forme d'un compromis, mais qui a abouti à deux projets parallèles avec un autre conflit aussi très significatif, qui était la forme que pouvait prendre une nouvelle institution et un nouveau niveau de gouvernance, qui était celui de l'institution de la métropole. Ça, c'est aussi un autre problème intéressant, qui est l'institution ratée d'un niveau métropolitain de gouvernance en 2016, avec parallèlement deux projets. Là aussi, celui qui était porté par Paris, par la ville de Paris, avec la conférence métropolitaine, et qui était un projet tout à fait démocratique d'élargissement par le bas, de la construction d'une métropole par le bas. Et puis, une idée qui était à l'époque portée par le gouvernement Sarkozy de l'imposition d'une métropole par le haut, qui n'a pas abouti, et qui a abouti très, très tardivement au fil d'un processus législatif qui a duré pratiquement 10 ans, à la création de la métropole. Métropole dont tout le monde dit actuellement qu'il s'agit d'une petite ville, que ce soit les instances juridiques, la Cour des comptes ou bien Parlement, les rapports parlementaires sur l'inefficacité de la métropole. Alors, l'inefficacité, l'échec
de ce niveau de gouvernance qui est celui qui pourrait, au niveau politique, justement, assurer une équité territoriale, se solde par un échec, voilà, qui permet, enfin, qui donne lieu justement à la poursuite de dynamiques territoriales en acte avant le projet du Grand Paris Express et avant la création du Grand Paris. Donc ça, c'est deux questions sur les stratégies métropolitaines. Et puis la troisième question qui m'intéresse aussi, dont je parle aussi un petit peu dans l'article, que je poursuis dans un autre article, justement, dans un livre sur Paris-Washington, qui est la question de la planification. C'est-à-dire des deux modèles, des différents modèles spatiaux. Vous l'avez évoqué, il y avait le modèle spatial porté par l'État, qui était le modèle d'un Grand Paris Express reliant des clusters qui sont des pôles de compétitivité qui devaient structurer la région Île-de-France, et puis le modèle alternatif qui était toujours porté par la région Île-de-France, qui était au contraire celui de la ville dense et compacte, très ramassé autour d'un projet qui était, à l'époque, qui s'appelait Arc Express, donc qui était un projet de rocade, avec une desserte beaucoup plus fine du territoire et sur un projet aussi de ville de métropole plus ramassée, plus compacte, plus dense. Alors, autre question qui me semble complètement d'actualité, parce que ces deux projets, ils expriment un conflit entre, d'une part, une métropole solidaire, équitable, et puis, d'autre part, une métropole attractive et compétitive, donc une ambition économique et sociale, qui arrive en ce moment, à mon avis, à l'occasion des Jeux Olympiques, à un point pratiquement de rupture. De conflits extrêmement forts entre la perte d'attractivité de la région Île-de-France. Paris, non seulement Paris perd des habitants, mais toute la région Île-de-France a un solde migratoire qui est négatif. C'est-à-dire qu'elle perd plus d'habitants. C'est pas nouveau. Hein. Comment? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais ça, enfin, voilà, ça se pose maintenant, enfin, ça pose la question du conflit entre soutenir l'attractivité économique et puis garantir l'équité sociale, qui semble arriver à un point un peu de rupture. Et l'autre question aussi qui me semble un débat passionnant, c'est d'ailleurs quelle est la forme de la métropole durable? Comment, dans quelle mesure la densité, dans quelle mesure la compacité peuvent représenter véritablement la forme d'une métropole durable. Alors, derrière ces mots, est-ce que ces mots deviennent des alibis? Comment ils sont réalisés? À quoi ils correspondent en termes de transformation socio-économique? Voilà. Ça, ce sont des questions qui m'intéressaient et que j'ai un peu évoquées et que je continue à travailler. Voilà, donc il y a quoi Nous avons beaucoup parlé, donc je ne sais pas si Anna-Martha, tu veux parler? Non. Par rapport à Rio. Oui, par rapport à Rio, c'est une question de la métropole équitable. Est-ce que tu l'as vu par rapport à Rio? Ouais. En fait, c'est qui ma recherche a aidé à comprendre, c'est que les projets des transports et notamment les projets olympiques des Rio, il a changé pendant l'organisation des Jeux olympiques. Donc, 7 ans avant l'événement. Et à Paris, c'était un processus très différent. Donc, notamment les Grands Paris Express, il n'a pas été capable de s'adapter au calendrier de l'événement. Mais les projets, il est maintenu pour la population. Donc, dans ma vision un peu comparative, peut-être un peu naïve aussi, mais j'ai eu l'impression qu'au moins l'effet que les projets parisiens tiennent à la population et à une vision de la ville, c'était quand même plus responsable auprès de la population et des idéologies de la ville. Donc ma réponse c'est oui. Si on remplace dans votre discours gouvernance par gouvernement, je fais mien votre approche.
Je dirais que, bon, mais on va peut-être laisser la parole à la salle parce que l'heure tourne. Bon, il y a deux problèmes qu'on a bien abordés déjà. Il y a le problème finalement du territoire, de quel est le territoire pertinent pour que ce soit une métropole équitable. C'est certainement pas le petit Grand Paris actuel qui ne correspond à rien du tout. Alors, est-ce que c'est la région? Ça, il y aurait l'ancien préfet Jean-Pierre Duport ici, il dirait c'est la région Île-de-France. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le territoire actuel du Grand Paris est impertinent. Ça, c'est évident. Bon. Et la deuxième chose, c'est qui est à la tête du gouvernement démocratique du Grand Paris. À l'heure actuelle, il n'y a pas de capitaine. Il y a 131 capitaines qui correspondent aux 131 collectivités locales, finalement, dont la première est évidemment la ville de Paris. Et là, je m'inscris un petit peu, je fais un petit bémol par rapport à votre présentation. Certes, là, il y avait la conférence métropolitaine, mais avec tout le respect, parce que je l'ai servi avec foi, tout le respect que j'ai pour Bertrand Delanoë par rapport à la maire actuelle, je ne pense pas que le retrait de Paris, de la ville de Paris, qui n'a pas voulu se mettre justement en tête de gondole, parce que historiquement, c'est la ville de Paris qui est motrice. C'était déjà un élément de faiblesse. Donc, vous voyez, pour moi, et je vais vous laisser la parole, il y a deux choses. Il y a la pertinence du territoire et la pertinence de l'institution démocratique, élue certainement au suffrage universel, qui serait à la tête de ce territoire pour définir une stratégie à la fois équitable, environnementalement acceptable, etc. Bon, j'ai trop parlé. Alors, le dernier quart d'heure, mais on n'est pas au quart d'heure. On a dépassé, on a fait sauter toutes les bornes. Mais ça, bon, mais grâce à vous. Bon, question que vous voudriez poser aux auteurs, surtout. Je ne dis pas les autrices, j'ai horreur des autrices. J'ai trop de respect pour les femmes pour parler des autrices. Bon. Madame. Je voudrais déjà mes collègues déjà dire que ce livre est sans doute bienvenu parce que on manque d'informations et donc ça, je pense que c'est un livre qui va être utile de ce point de vue-là parce que depuis qu'on parle, enfin, dans tout le processus des Jeux Olympiques, programme urbain des Jeux Olympiques, avec le cours, etc. Finalement, on a beaucoup manqué de véritables informations. Ce qui m'a notamment frappé, c'est qu'il y a eu un petit pavillon d'exposition sur les villages olympiques très petits d'ailleurs, qui s'étaient plutôt orientés vers les écoles. Et nous, on a véritablement manqué d'informations à la fois objective et aussi critique. Il se trouve que j'ai travaillé 2 années de suite avec les étudiants du master européen commun à l'école et à l'UT, avec des étudiants qui viennent du monde entier, Smart, English speaking, etc., mondialisés, et eux-mêmes ont eu énormément de problèmes parce qu'il n'y avait pas de plan. Et pourtant, on travaillait avec l'Institut Paris Région. Pas de plan, donc on ne savait pas par où rentrer. Le plan masse a changé au moins 3 fois, je crois. D'après ce qu'on a pu entendre aussi, les architectes ont été soumis à pression pour mettre plus de mètres carrés. Donc il semble que c'est vraiment un grand projet urbain qui a échappé aux citoyens, mais aussi à nous en tant que professionnels. Donc, une indigence du récit urbain. Et nos étudiants ont eu du mal à faire le tri entre ce qui allait être l'héritage propre du village olympique et puis ce qui était finalement une dynamique qui de toute façon se serait recontinuer sa route, même sans le village. Parce que le slogan, c'était accélération. Et donc, quand on voit, vous en avez aussi parlé, quand on voit la densité des infrastructures, on se dit dans 50 ans, il y aura là un petit La Défense, parce qu'il y a tout pour ça. Il y a 2 lignes de RER, il y a 2 autoroutes qui se croisent. Donc, vraisemblablement, quand la SNCF va lâcher un peu, ça va monter en hauteur, si tant est qu'on a besoin de nouveaux bureaux. Donc, est-ce que le village olympique allait réparer? On a parlé d'urbanisme réparateur.
Et de fait, la plaine Saint-Denis, depuis 100 ans, a été blessée, si on peut dire. On avait des voies royales magnifiques, dont la route de France, aussi large que les Champs-Élysées, qui a été balafrée par l'autoroute du Nord. Puis après, il y a eu la 86 qui a été installée comme si elle était en race campagne, avec des talus. Et donc, la belle vision qu'on avait de la cathédrale de Saint-Denis vers Paris et réciproquement, sur cette fameuse route la Révolte, il n'y a plus. Donc, en termes de paysage urbain, il y a une question de réparation. L'urbanisation qui s'est faite en 30 ans, que tu as bien suivi d'ailleurs, c'est une urbanisation qui s'est faite par archipel, donc une île de bureaux, une île de ceci, une île de cela, avec très peu d'indices d'urbanité. Et l'urbanité qui existait dans les vieilles rues, bon, je pense que la rue du Landy était pauvre, mais il y avait une urbanité. Et au fur et à mesure qu'on a démoli les bâtiments, on a fait des rez-de-chaussée autistes, sans rien. Et tous les petits bruits où on aurait pu aussi s'encanailler, les brasseries kabyles, les restaurants portugais, il n'y a plus. Donc, et ça, cette question de l'urbanité, dans le discours, ou la manque de discours, on n'a jamais entendu parler. Donc, on parle effectivement de mètres carrés, de ceci, de cela. Bon. Je prends l'exemple, par exemple, du parc qui devrait être adjacent au village olympique. 3 hectares, c'est pas beaucoup. Sur les plans, il n'apparaît pas, parce qu'apparemment, ils n'ont pas encore la maîtrise foncière, donc ils n'osent pas trop. Donc, comment développer presque un discours a posteriori, alors qu'il n'y en a pas eu au départ. Et là, il y a aussi la grande dimension du paysage, qui ne se réduit pas simplement à faire des îlots en hypoquartier, le vrai paysage, le grand paysage, la topographie, la Seine. Bon, je pense qu'on va être déçus. Je ne suis pas retournée depuis quelques mois, mais donc il y a cette grande avenue qui descend, parce qu'il y a une différence de 20 à 30 mètres entre le niveau de la départementale et le niveau de la voie. Donc c'est réglé par un grand escalier, un peu à la Odessa, dans lequel il a fallu mettre aussi des escaliers, des rampes handicapées. Et puis, comme on ne peut pas arriver aussi largement sur la départementale, pouf, il y a juste une petite sortie pour les piétons. Et si bien que quand on voit, par exemple, beaucoup d'images, en fait, ont beaucoup évolué, d'ailleurs, les images de synthèse, on se rend compte que c'est des fakes. Parce que là, on est sur le bras de la Seine qui a fait toute la circulation. De l'autre côté, c'est beaucoup tranquille. Donc, je ne vois pas comment on va pouvoir avoir une grande esplanade immense alors que là, il y a des péniches. La question d'inondation, on n'en a pas entendu parler. Et on fait intervenir les paysagistes à la fin. C'est l'agence Terre, mais comme si c'était uniquement du décor. Alors, on va avoir une vue sur la Seine en contrebas. En face, il y a le village, l'autre partie du village olympique sur la Seine, sur l'île Saint-Denis, qui n'est pas du tout à l'échelle du fleuve. Donc, alors là, pour le coup, c'est très peu dense. C'est des petits îlots qui font parcelle. Et ça ressemble un peu à un village, je trouve. Voilà, donc, en termes de paysage, par exemple, il faut voir comment ces passerelles qui sont vraiment une plus-value pour les gens qui habitent, qui traversent la Seine, sur les passerelles piétonnes, comment ils atterrissent. Parce que, et tout ça, on n'a rien vu comme image. Et ça, c'est quelque chose qui en gros n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas non plus à l'échelle de l'ambition d'une métropole. Alors on peut dire qu'il y a eu une confusion, on ne sait pas trop qui commandait quoi, il y a la Solidéo, il y a plein de communes, il n'y avait pas de capitaine, enfin en tout cas de personnes physiques laquelle on peut rendre responsable, mais c'est pas à l'ambition d'une ville comme Paris. Je veux dire, il y aurait dû y avoir un pavillon d'exposition permanent, avec là aussi des rencontres, soit d'habitants, et aussi des rencontres avec
conférenciers ou des gens plus professionnels, il n'y a rien. Okay. Alors ça, je pense aussi qu'en termes d'appropriation citoyenne, c'est aussi pour ça que les gens râlent, hein, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'il va y avoir. Il n'y a pas eu franchement, avec tout l'argent qu'il y a, ce n'était pas très compliqué à faire. Bon, on fait la fête. On fait la fête. Et où est-ce qu'on fait la fête? On fait la fête à Paris, toujours pareil avec le grand branding on ne fait pas la fête. Il y a peut-être besoin d'un animateur. Ouais. As-tu une question à poser aux Ouais, je brûlais. Merci. Mais je pense qu'il y a besoin de par ce livre, entre autres, hein, on élève le débat. Bon, c'est moins une question qu'une analyse pertinente, mais oui. D'accord. Bon, merci. André, tu veux réagir rapidement? Jean, excuse-moi. Oui, je ne dirais pas, Corinne, qu'on manque d'informations. Je dirais plutôt qu'on souffre d'informations biaisées quand elles ne sont pas tout simplement mensongères. J'en donne 2 exemples. Il y a quelques temps de ça, je crois qu'il y a 2 ans, j'ai failli me faire lyncher ici même, à Belleville, parce que j'avais osé dire devant des élus de Bobigny que présenter un espace public, un vaste espace public de 700 mètres carrés, c'était se moquer du monde. Donc, comme on sait que les gens n'ont pas de représentation spatiale qui leur permettent d'ajuster les échelles, on peut les mener comme ça par le bout du nez. Deuxième exemple, je visitais récemment le site des Ardoines. Alors, les Ardoines, c'est un grand faisceau ferroviaire et une zone industrielle dans le sud de Vitry, où va s'ouvrir une des stations du Grand Paris Express. Et je vois sur les pancartes écrit l'estimation prévisionnelle suivante, 95 000 voyageurs par jour. Et ce chiffre me sidère, littéralement. Je me suis dit qu'il y avait un biais quelque part. Et alors, pour essayer de comprendre les choses, je regarde les chiffres très factuels publiés par la RATP sur la fréquentation de ces stations de métro intramuros. Là, c'est incontestable, puisque chaque fois que vous passez derrière les portiques, il y a un comptage qui se fait, et donc on a des chiffres à peu près sûrs. 95 000 habitants par jour en bordure de ce faisceau ferroviaire du sud de Paris. Alors, je regarde les chiffres des stations parisiennes. Il y a une station à Paris qui bat tous les records. C'est la Gare du Nord. La Gare du Nord, c'est 66 millions de voyageurs par an. Vous divisez ces 66 millions par 365 et vous arrivez à 95 000. Alors on se dit, avant que les Ardoines aient la fréquentation de la Gare du Nord, il se passera sans doute beaucoup de temps. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc je pense qu'il est de notre devoir dans les écoles de travailler sur ces données quantitatives pour les corriger, les rectifier. Parce que sinon, on a un discours qui est un discours de propagande et de promotion. Ce n'est pas forcément un discours de propagande, ça peut être un discours désinformé. Là, je ne voudrais pas attaquer, surtout en ce jour de célébration de notre président de la République, mais les RER provinciaux, régionaux sont une imbécilité. Imaginez le RER, pour revenir à la région de mon adolescence, le RER Libourne-Gare-Saint-Jean-Arcachon, la fréquentation quotidienne qu'il peut y avoir sur une ligne de RER, c'est-à-dire c'est pas un RER qu'il faut, c'est peut-être des minibus automatisés, moi j'en sais rien, mais pas un RER, même si non. Donc tu as raison, mais là c'est notre travail, je dirais, de monde académique, d'informer et de raisonner. Voilà, exactement.
Bon, on ne diverge pas, on est toujours dans le même débat. Quelques autres questions, des questions? Ah, vous avez épuisé. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que pour aller un petit peu dans le sens de ce qu'a dit Corinne, et je crois que le mérite du bouquin, c'est quand même aussi de faire un état des lieux de ce territoire et justement de rendre visible ce qui n'était pas forcément facilement visible. Petite anecdote, en cherchant des documents sur le village des athlètes, je suis tombé sur des perspectives aériennes qui floutaient les lumières Pleyel. Et là, je me suis dit, mais au fond, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une temporalité qui est différente ou est-ce qu'il y a un conflit voilà, Et en fait, ça illustre bien le problème qu'on a, mais qui n'est pas uniquement celui de Saint-Denis, qui est un urbanisme comme ça, de collection, et on a du mal effectivement à comprendre un peu ce qui régit tout ça, enfin ce qui donne un petit peu comment dire, de logique. Et pour revenir au Grand Paris, je rappelle quand même une chose, c'est qu'on a su le jour de l'inauguration de l'exposition à la Cité de l'Architecture, le schéma du GPE nous a été révélé ce jour-là quand même. C'est-à-dire après avoir travaillé pendant quasiment 2 ans sur le Grand Paris, on découvre, et ça a provoqué évidemment une crise que vous connaissez avec les architectes, notamment le départ de Nouvelles, mais quand même qu'en fait on nous avait fait travailler sur une espèce d'image cachée en fait, et on a eu quand même moi je me souviens très bien d'une réunion avec Christian Blanc qui est venu nous écouter, savoir ce qu'on allait faire, et on n'a pas su du tout ce que lui faisait, hein. C'était vraiment que dans un sens, et effectivement ça illustre bien aussi qu'il y a cette question de la procédure, en fait, de la manière de fabriquer du projet. Je me tourne vers André parce qu'il a travaillé là-dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. Quel est le projet, quoi? À ce titre, je suis extrêmement surprise justement de tout ce qui se passe au niveau des lumières Pleyel, parce que tout le monde parle du village des athlètes, mais là, il y a 144 000 mètres carrés qui se construisent sans qu'on dise un mot. Il n'y a pas absolument. Et en fait, initialement, ça devait être des bureaux. Ça a été abandonné parce qu'il y a quand même eu quelques personnes qui ont réussi à mettre en évidence le fait qu'il y a, je crois, de tête 17% de surface de bureaux vides en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est censé être transformé en logement, mais on n'en parle pas. Et c'est délirant. La tour qui est en train de pousser à côté de la tour Pleyel, elle est délirante. Aussi bien en termes de geste architectural, c'est vraiment une espèce de tour des années 80. On ne croit pas que ça soit possible de continuer à construire de cette façon-là, et personne ne dit mot. De même, excusez-moi, la tour Pleyel a été réhabilitée. En fait, c'est un bâtiment superbe, ça fait très misien. Et alors, avec ce bâtiment misien, ils ont été quand même capables de rajouter une espèce de verrue au rez-de-chaussée avec des espèces de pans de verre type années 80. C'est là aussi où il va falloir qu'on tienne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est bien, tout simplement. Mais là, on va tous finir avec des bottes en ciment dans la Seine. Hein. Là, on peut prendre de la beauté, finalement. Ça redevient enfin sur le terrain. Enfin bon, vous soulevez des vastes questions. Qui fabrique la ville? Est-ce que ce sont ceux qui sont les projeteurs, qui sont les sachants? Est-ce que ce sont les habitants? Et bon, il y a une imprévisibilité en même temps. Et d'autre part, qu'est-ce qui nous permet à nous? Bon, autant je suis d'accord avec Jean pour dire que quand il y a manifestement des chiffres qui sont faux, des réalités qui sont fausses,
notre métier, notre devoir, c'est de les dénoncer, mais est-ce que nous avons la possibilité de dire ce qu'est le beau et ce qu'est le bien, parce que nous sommes des universitaires ou des chercheurs? Moi, je suis très circonspect là-dessus. On est dans une école d'architecture. Oui, d'accord, mais, ne me faites pas. Écoutez, comme membre associé de l'Académie d'architecture, qu'André n'a pas rappelé dans cette. Bon, oui, mais les architectes des murs, moi, je m'en méfie aussi. Excusez-moi, j'ai trop de respect pour les architectes, justement, pour dire attention, c'est un vrai problème. Bon, c'est à vous deux, mesdames, qui me reviennent conclure la séance. Est-ce que vous estimez satisfait? Je ne dis pas d'animateur, hein, non, mais de la séance. Est-ce que vous voulez rajouter à cette œuvre qui est une œuvre, moi je maintiens, qui est une œuvre magistrale au sens strict du terme? Oui, non, un mot juste peut-être pour rappeler ce que tu as dit au début à propos du travail fait avec Mireille Ferry. On a été nombreux à être les témoins de ce qu'elle a pu avancer au sein de la région, avec aussi l'Institut de la région, aujourd'hui l'Institut de la région. Et en fait, il y a eu au moment du Grand Paris que tu mentionnes, c'est vrai, vraiment un véritable basculement d'une vision plus basée sur la solidarité, puisque la révision du SDF de 1995 était le mot d'ordre, le mot-clé était vraiment solidarité. On est rentré dans un moment de compétitivité et on en paye aujourd'hui les conséquences. Donc ce livre veut montrer, je pense, la longue durée des débats qui sont emparés, qui sont reprises par les idéologies, mais au fond, il y a des moments clés très importants qui marquent des étapes, et certainement les Jeux Olympiques marquent une étape. Est-ce que c'est un basculement vers quelque chose, tu mentionnais l'importance de ces grands paysages, est-ce qu'on va enfin pouvoir les réaliser? Ça, c'est le futur qui nous le dira. Ça a été une promesse. L'histoire, pas plus que l'espace, ne sont prévisibles. Hein. Il y a toujours une imprévisibilité. Et s'il m'est permis de rappeler un souvenir personnel, puisque tu évoques Mireille Ferry, Mireille Ferry a été de ceux qui, finalement, a voulu recentrer le projet métropolitain. Bon. Mais elle s'est heurtée à des contradictions, à des oppositions internes, parce qu'il y avait très bien, et tous les maires périphériques qui disaient « et nous ?» Mais d'accord, vous voulez redensifier ou réintensifier l'agglomération, très bien, mais nous alors, notre projet de lotissement, c'est notre vie. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas les hommes et les femmes qui sont contradictoires, c'est la réalité qui est contradictoire, et dans une ville démocratique telle que je l'imagine, ben c'est finalement aux citoyens qu'il reviendrait de trancher ces contradictions, mais c'est pas facile. Et on termine là-dessus. Bon, je ne sais pas si on peut aller plus loin.